Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui concerne très souvent et de plus en plus souvent beaucoup de nos enfants, car beaucoup de nos jeunes enfants sont malheureusement mis pour différentes raisons sous un médicament qu'on appelle soit la Rilatine, soit la Ritaline, selon qu'on est en France ou en Belgique. Et donc, ce problème, c'est ce qu'on appelle le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est-à-dire soit TDA, trouble déficit de l'attention, soit TDAH si en plus du trouble de déficit de l'attention, il y a hyperactivité. Les enfants qui souffrent du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité présentent soit un déficit de l'attention, soit une hyperactivité, mais le plus souvent les deux. Le diagnostic se fait souvent à l'âge scolaire, puisque la scolarisation de l'enfant lui demande un effort d'apprentissage, mais aussi un respect de certaines normes sociales. Cette problématique est relativement fréquente, puisque l'on estime actuellement qu'elle touche environ 5% de nos enfants. Le TDAH est défini comme un ensemble de symptômes qui peuvent se classer selon trois axes principaux. Le premier, c'est l'inattention. L'enfant présente de gros problèmes de concentration et se laisse distraire très facilement, d'autant plus que la tâche proposée lui semble fastidieuse. On pense donc en premier lieu à toutes les obligations scolaires. Le deuxième axe, c'est l'hyperactivité. L'enfant présente un besoin continuel de bouger, il ne sait pas rester en place. C'est de nouveau à l'école que le problème se révèle, car l'enfant est en général incapable de suivre une heure de cours en restant à sa place, assis sur une chaise. Troisième axe, c'est l'impulsivité. Elle se caractérise par des gestes très brusques. L'écriture est mauvaise, les travaux scolaires sont bâclés et manquent de soins. Cette impulsivité lui colle l'étiquette d'enfant mal élevé, car il obéit très difficilement et il n'hésite pas à interrompre brusquement les conversations entre adultes. Ne pas établir un diagnostic de TDAH à la légère, car beaucoup d'enfants en très bonne santé sont très actifs avec une certaine forme d'inattention liée à leur jeune âge. Donc, il y a des critères précis de diagnostic pour le syndrome de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce diagnostic nécessite 6 ou plus des symptômes de la liste suivante, donc prise dans la colonne 1 ou 2, manifestés durant les 6 derniers mois à des degrés divers et ne correspondant pas au niveau de développement de l'individu. Donc, dans la colonne inattention, vous voyez, ne réussit pas à focaliser son attention sur des détails et fait des fautes d'inattention dans des travaux scolaires et autres travaux, difficulté à maintenir son attention dans des tâches ou activités ludiques, ne semble pas écouter quand on lui parle directement, ne suit pas les instructions et n'achève pas la tâche ou l'occupation par opposition à une mauvaise compréhension des instructions. Ça peut être aussi une difficulté à organiser les tâches et les activités, évite de s'engager dans des travaux qui requièrent un effort mental comme des travaux scolaires ou domestiques, souvent des pertes d'objets nécessaires aux tâches ou aux activités comme les jouets, des crayons, des stylos, facilement distrait par des stimuli extérieurs, souvent oublieux des activités journalières. Dans la colonne hyperactivité, impulsivité, on va avoir souvent agitation des mains ou remue ou se tortille sur sa chaise, quitte sa chaise en classe ou dans toute situation à chaque fois que c'est possible, court, grimpe de manière excessive et dans des situations inappropriées, difficulté à jouer ou à s'engager dans des activités calmes, souvent sur le qui-vive, leurs actes sont comme conduit par un moteur. Ils parlent bien sûr excessivement. Il y a de l'impulsivité, répondent à côté avant que la question ne soit terminée, difficulté à attendre leur tour et s'immiscent et interrompent les jeux et les conversations des autres. Face à ce problème, la médecine classique nous propose la Rilatine
qui est pour nous en médecine naturelle une espèce de cocaïne légale. C'est pendant le congrès de l'Association psychiatrique américaine en 1987 que les psychiatres ont défini et entériné la réalité de cette nouvelle maladie. Et quand on parle de maladie, bien sûr, on parle aussi de traitement médicamenteux. C'est ainsi que depuis 1987, plus de 16 millions d'enfants dans le monde ont été diagnostiqués comme atteints du syndrome TDAH et on leur administre un médicament connu sous le nom de Ritaline ou Rilatine. Il s'agit d'un psychostimulant de type amphétamine dont les effets sont semblables à la cocaïne. Comme toutes les drogues, l'utilisation de la rilatine à long terme est très dangereuse. De toute évidence, à court et à long terme, ce type de thérapie présente de sérieux effets secondaires. Entre autres, irritabilité, inquiétude, dépression, insomnie, paranoïa, psychose, anorexie, maux de tête, vertige, altération de la vision, retard de croissance, dyspepsie, hépatite toxique, crise cardiaque, infarctus du myocarde, arythmie cardiaque, voire même la mort. Entre 1990 et 2000, 186 enfants sont décédés suite à l'absorption de ce médicament. De plus, ce chiffre ne représente que 10 à 20% de l'ensemble des cas de décès réels et non divulgués. Face à cette problématique, il faut toujours aussi s'interroger sur les facteurs alimentaires. C'est ce que des chercheurs de l'université de Southampton ont démontré en recrutant 153 enfants de 3 ans et 144 enfants de 8 et 9 ans. Dans le cadre de l'étude, les scientifiques ont administré quotidiennement un mélange de jus de fruits naturels à des enfants pour une durée de 6 semaines. Certains enfants ont reçu des boissons sans colorant alimentaire, d'autres des boissons contenant un mélange d'additifs que l'on trouve souvent dans les sucreries et les boissons sans alcool. Parmi ces colorants figurent le E110, le jaune de quinéloïne, le E104, la carmoisine E122, le rouge allura E129, ainsi que le conservateur benzoate de sodium, le E211. En parallèle, le comportement des enfants a été évalué par les parents et par les enseignants. Résultat, lorsque les enfants ont consommé la mixture de colorants alimentaires, ils ont présenté davantage de symptômes d'hyperactivité, aussi bien chez les enfants de 3 ans que chez les plus grands de 8-9 ans. D'autres facteurs interviennent également, comme la consommation modérée à excessive de sucre raffiné, particulièrement le sucre blanc contenu dans des produits industriels, ainsi que l'intoxication aux métaux lourds, on pense bien sûr aux vaccinations, ou encore l'exposition prolongée à la lumière blanche, froide et fluorescente de l'éclairage artificiel. Pour traiter ces enfants au niveau alternatif naturel, nous utilisons un produit qui s'appelle le Fitactive, qui est tout à fait indiqué dans le trouble de déficit de l'attention, avec perturbation de la concentration. Parfois aussi, on peut l'utiliser pour la dyslexie, la dyscalculie. On va trouver dans ce produit l'amande poivrée, Mentha piperita, le basilic, le romarin, le nard de l'Himalaya et la noix de muscade. L'amande poivrée, c'est une huile essentielle riche en menthol. C'est une plante améliorant directement la concentration, ce qui augmente également la capacité d'étude. La menthe poivrée est stimulante cérébrale avec une expression créative tournée vers l'extérieur et une initiative enthousiaste. De ce fait, elle est utilisée en cas de trouble de déficit de l'attention. L'activité accrue du cerveau par la menthe poivrée se traduit de manière strictement scientifique par la stimulation du flux des neurotransmetteurs au niveau des synapses. L'acétylcholine, neurotransmetteur de la mémoire, est également stimulée. Deuxième plante, le basilic. Les feuilles de basilic contiennent une huile essentielle riche en linalol. Des études récentes ont montré que le basilic agit en tant qu'inhibiteur de l'acétyl et de la butylcholinestérase. Des concentrations supérieures d'acétylcholine dans la fente synaptique augmentent la mémoire, les souvenirs et la concentration.
Et le linalol va aussi renforcer cette activité grâce à son effet antioxydant. Troisième plante, le romarin, qui est depuis longtemps associé à la mémoire. Le romarin permet d'avoir l'esprit clair et atténue les doutes, stimule l'éveil et l'attention, améliore les troubles de la concentration et les pertes de mémoire. Une étude scientifique portant sur le romarin indique que les possibilités sont très prometteuses en médecine cognitive. Vous trouverez les références là juste en dessous. Alors, quatrièmement, la noix de muscade, que vous connaissez bien, qui est traversée par des petits canaux remplis d'huile essentielle qui contient de la myristicine qui soigne les dommages occasionnés au système nerveux. On l'utilise dans le traitement de l'hyperkinésie et du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un avantage complémentaire est le renforcement du processus d'apprentissage et une meilleure mémoire car la noix de muscade est également un procholinergique. La myristicine est un inhibiteur de la monoamino-oxydase avec un effet antidépressif. Et enfin, elle stimule la neurogenèse et se transforme dans le cerveau en dérivés amphétaminiques, dont vous avez les noms là, c'est plus simple de dire le MDA et le TMA, et ce en très faible dose, mais suffisante pour avoir un effet stimulant. Enfin, le nard de l'Himalaya, dont on a déjà parlé dans nos vidéos, qui est utile pour aider la mémoire et aussi, comme vous le savez, pour parvenir au repos mental total, entre autres en cas de stress. Il améliore les capacités intellectuelles par son action anticholinestérase, mais possède néanmoins des propriétés apaisantes par stimulation de la synthèse de sérotonine. Il est utilisé en cas de stress accompagné de nervosité, d'angoisse et de confusion en tant que tranquillisant. Il peut être utilisé sans aucun danger en journée car il n'entraîne aucune somnolence, seulement une sensation de calme et de détente et un puissant effet relaxant. Ce qui est particulièrement utile en cas de manque d'assurance, de doute ou d'incertitude. Cette racine de nard est riche en huile essentielle qui contient de la nardosinone qui est neurorégénérative. Elle stimule le nerve growth factor, ce qui entraîne une croissance des neurites et une consolidation de la régénération en cas de MDB, c'est-à-dire Minimal Brain Damage. Ça, donc, le Phytactive est le produit à utiliser en cas de trouble de déficit de l'attention, donc sans l'hyperactivité, rien que le TDA. À partir de 6 ans, on va donner 2 gélules de Phytactive par jour, une au petit déjeuner et une au goûter pendant le repas. En cas de TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, on va donner bien sûr toujours 2 gélules de Phytactive par jour, petit déjeuner et goûter pendant le repas, mais on va y ajouter 2 gélules de phytostress dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, aussi au petit déjeuner et au goûter. En cas d'agitation extrême, on peut également prendre une gélule de phytostress le midi, mais pour moi c'est plutôt rare. Et pendant les périodes de vacances, on donne juste la dose du matin. Pour traiter une dyslexie ou dyscalculie, 2 gélules de Phytactive par jour. Et en période d'examen, 2 gélules de Phytactive 1 heure avant les examens. Donc voilà, ce produit très intéressant à utiliser chez les enfants qui ont ces soucis de TDA avec ou sans le H et qui représente une très bonne alternative à la rilatine. Moi, je l'ai déjà utilisé très souvent, ce Phytactive, et j'ai des bons retours puisque c'est les parents eux-mêmes qui demandent à continuer le traitement et ils arrivent à des résultats équivalents avec ce qu'ils avaient avec la rilatine, mais sans droguer leurs enfants. Un produit qui peut être intéressant en complément pour traiter ce problème, c'est l'oméga krill.
Donc le krill, dont je ne vous ai pas encore parlé, il fera l'objet d'une vidéo également. C'est un oméga 3 qu'on peut utiliser à partir de 6 ans à la dose d'une capsule par jour, à partir de 12, 2 capsules par jour. Et ça aide fortement dans cette problématique des troubles de déficit de l'attention. En outre, il est fortement conseillé, bien sûr, de suivre un régime alimentaire alcalinisant à base de légumes et de fruits frais, de graines germées complètes. Éviter les nourritures génératrices d'acide, telles que les protéines animales, viande, poisson, produits laitiers, et éviter au maximum les sucres raffinés, sucreries, confiseries, gâteaux, et surtout les bonbons aux couleurs éclatantes remplis de colorants alimentaires. Voilà, merci pour votre bonne attention.